Charlamov, Mikhailov und Lutschenko. Gute Aktion der Sowjets, vor allem von Charlamov. Vassiljev und Olenschek hatte jetzt Schwierigkeiten, weil er den Punkt nicht kommen sah. Ihm war das total verständlich. Aber eine sehr dynamische Angriffsaktion der Sowjetunion. Petrov und Ebermann. Und jetzt zum ersten Mal an der Bande kleinere Duelle. Boris Mikhailov ist das mit der Nummer 13, der Kapitän. Shalimov und irgendwo unter diesem Menschenknäuel ist auch der Punkt, die Sowjets haben schon Tor reklamiert, aber das rote Licht ist nicht aufgeleuchtet. Scheint aber, dass die beiden Schiedsrichter auf Tor entscheiden. Das ist noch nicht ganz heraus. Schaut es uns an. Jakuschew passt hier auf den Pass von Shalimov. Da schießt Schadrin und Jakuschew noch einmal im Nachsatz. Und man sieht nicht genau, jedenfalls Schadrin hat sofort die Hände in die Höhe gehoben, aber Schiedsrichter Braun hat auf Tor entschieden. Zwar dürfte es Jakuschew also gewesen sein, der Torschützen erklärt wird. Jawohl, Jakuschew, Torschütze. Und warum kein... Jetzt funktioniert die Zeitnehmung hier auch wieder, aber sie muss erst richtig eingestellt werden. Verbannt werden, jawohl, hier haben wir ihn. Zur Nummer 21, Juring, 2 Minuten Zeitstrafe wegen Behinderung. Keike, Malzev und das war Riesenglück, aber noch ist die Gefahr nicht. Ich schätze, dass etwa 8 bis 9 Minuten in diesem zweiten Drittel viele Unterbrechungen. Augusta, Kochta, Pospischil und Tretjak. Tretjak bedrängt von Milan Novi. Oleg, rechts vom Ebermann. Japkin setzt sich auf den Kopf drauf. Der Pit kam etwas verfrüht von Mr. Brown, denn die Scheibe war... Halten wird also jetzt angedeutet. Halten ist der Grund der Strafe für Anisin, der sowjetischen Nummer 22. Und dieses Spiel spitzt noch einmal dramatisch. Pospischil, aber Anisin. Und Kapustin. Malte, Kapustin. Pospischil. Novi. Augusta. Augusta zu Pospischil. Schöner Pass, Schwachsinn. Und dann Crosscheck an Mikhailov. Ich habe mir ein bisschen erinnert an das Vorjahr, wenn zu Beginn des zweiten Spiels die Partei die ganz kommt mit einem absoluten Foul Martinez Nasenbein zufügte. Schade, dass diese Szene jetzt vorgekommen ist. Das Spiel selbst war sehr fair. De l'écran des Russes, en maillot blanc, le 15 Yakuchev dégageant son camp contre une attaque des Tchécoslovaques qui eux sont en bleu à gauche, c'est-à-dire que si vous êtes en noir et blanc, ils sont en couleur foncée.
Les deux équipes sont à 0-0. Yakushev tire, Holecek bloque. Les Tchécoslovaques à gauche, les Soviétiques à droite. Et voici que les Tchèques vont à l'attaque. Non, les Russes bloquent. C'est confus, c'est un peu heurté, passe à la droite. Le 15, Yakushev, se fait prendre le palais. Non, il parvient peut-être à le prendre. Il fait des fioritures. Il avance. Il va tenter de tirer. Rien. Contre-attaque foudroyante du 12, Stasny le Tchécoslovaque, qui prend à contre-pied le 21 soviétique qui arrivait, c'est-à-dire Tsurin, et qui marque. Un but pour la Tchécoslovaquie marqué par Stasny. Stasny le numéro 12. Et nous allons revoir le début de ce premier tiers-temps, la télévision allemande nous permettant de voir comment les Tchèques ont pris le gardien russe à contre-pied et ont pris l'avantage par 1-0. Et maintenant, nous avons le deuxième tiers-temps. Les Tchécoslovaques à droite, les Soviétiques à gauche. Les Russes sont donc menés par 0-1. Les Tchèques ont un petit but d'avance et ils vont tenter, bien entendu, de faire le forcing pour arriver à marquer un deuxième but. Ni les Tchèques ni les Soviétiques n'ont encore perdu une seule rencontre. Pour le moment, il y a un Tchécoslovaque qui est sur le banc de la prison, le voici. Il s'agit de Devi, il a commencé ses 2 minutes de prison à la fin du premier tiers-temps, mais il va bientôt sortir. Palais pour les Russes, repris par le 6 Vassiliev, au 16, c'est-à-dire Petrov, descente soviétique, le 16 Petrov, se fait prendre le palais, les Soviétiques ne parviennent pas à construire leur jeu pour le moment. Contre-attaque à droite des Tchécoslovaques, mais l'on voit déjà que les Russes patinent mieux que les Tchèques. Et ils construisent davantage leurs attaques et leurs contre-attaques. Harlamov, qui ne joue pas très bien ce soir, perd le palais. Le 6 Vassiliev l'a encore eu. Un excellent arrière, intelligent, le repasse au 17 Harlamov. Les Tchèques l'ont tir de Eberman, bloqué par le gardien soviétique Tretiak. Holik pour la Tchécoslovaquie de 20. Vassiliev s'est encore retrouvé sur le palais. Décidément, ce numéro 6 soviétique, Vassiliev, joue remarquablement. Contre-attaque soviétique sur l'aile gauche. On avance, on gagne du terrain. Le 15... Yakushev est là, le Tchécoslovaque sort sur la patinoire de son banc de prisonniers et à nouveau ils sont 5 Tchécoslovaques contre 5 Soviétiques sur la glace, non compris bien entendu le gardien de but. Lapkin, l'autre arrière, le passe à son avant Chadrin. Chadrin est obligé de repasser sur la gauche, passe de jeu confuse, et l'éternel Vassiliev a à nouveau le palais. Évite Chalimov, le 9, et finalement le palais revient, vous le voyez, dans la crosse de Tretiak. À nouveau contre-attaque. Contre-attaque des Soviétiques, il va y avoir une petite passe là, non. Lapkin n'est pas content de la manière dont le jeu s'est déroulé. Contre-attaque, intelligemment menée, ça ne va pas loin, vous me direz pour le moment c'est contre-attaque. Les Russes font un peu de dentelle. Et l'on voit déjà que les Russes sont plus rapides au patinage et les Tchèques plus costauds. L'entraîneur tchécoslovaque avec son équipe. Et puis l'équipe soviétique, le 15, Yakushev, qui revient sur le banc en même temps que le 7 Tsigankov, le 5, Lapkin et le 19, c'est-à-dire Chadrin. Une autre ligne d'avant a remplacé les avants soviétiques qui viennent d'aller sur leur banc, le 10 Maltsev, le 22 Anizin.
Les Tchèques choisissent de changer également maintenant. Il y a 3 minutes 16 de jeu effectif sur les 20 minutes que compte ce deuxième tiers-temps que nous vous commentons sur des images en provenance de la patinoire de Munich. Maltsev et Nizin se gênent, le 21 Tsurin tire, le gardien de but est fort ennuyé, il a passé à Kapustin et Kapustin a pu tirer. Kapustin a pu tirer. Et à nouveau un tir de Kapustin, immédiatement après l'engagement, et cette fois-ci il est entré, le Palais est entré, un but pour l'Union soviétique. Kapustin avait tiré une fois, le gardien de but avait renvoyé, aussitôt après l'engagement il a tiré une deuxième fois, répétition sous un autre angle, sur ce point la télévision allemande est excellente, vous voyez il l'a pris à contre-pied complètement, et Holecek a eu beau se coucher, tenter de se coucher sur le Palais, il n'y avait rien à faire. Kapustin l'a battu, cela fait après 3 minutes 36 de jeu, un but partout pour la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Les Russes à gauche, les Tchèques à droite. Le 12 Stasny de dos. Le 9 Dvorak. Non. L'arbitre va donc chercher le Palais. Voici le 21, Tsurin, un homme dont on attend beaucoup. Le 22 que nous avons vu, c'est Anizin. Regardez ces belles têtes d'athlètes. Engagement donc, près du but tchécoslovaque. Les Tchèques sentent que le vent tourne peut-être et qu'après avoir dominé au cours du premier tiers-temps, ils ne dominent plus. Engagement au centre, s'il vous plaît. Engagement au centre de la patinoire. Le 16 Petrov va revenir sur son banc. Les joueurs marquent déjà de la fatigue. On en est à peu près à la fin de la première moitié de la durée totale de la rencontre. Engagement au centre donc. Un Russe est tombé. 3 Tchèques se déploient. Essayent de passer la défense soviétique. 3-3, les Tchèques y vont. Les Russes en avant. Et changement de joueur. Non, l'arbitre a sifflé un offside. On engage près du but des Soviétiques. Danger par conséquent pour Tretiak. Les Tchécoslovaques se cherchent, ne se trouvent pas encore tout à fait. Balustrade, chute le long de la balustrade. Il y avait offside encore, et engagement. Le jeu devient sinon heurté dans le sens de dur, du moins constamment coupé, les actions ne vont pas très loin. 13 au 6, Mikhailov à Vassiliev, Vassiliev à Fedorov. Pospichil, le numéro 7 tchécoslovaque, est allé assez loin, mais d'une manière un peu maladroite, vous le voyez, penché en avant sur ses patins. Tir de Machak bloqué par Tretiak dans ses jambières. Le jeu devient plus clair depuis quelques instants. C'était un tir de Petrov détourné par les arrières tchécoslovaques. Finalement, ce sont les arrières soviétiques qui ont le ballon. Lapkin l'a passé à l'éternel Vassiliev. Tir à nouveau soviétique. Oh là 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 là, chute de 3 ou 4 personnes devant les filets. Holecek a sauvé son camp. Balustrade à nouveau, il y a là du beau monde. Le 13 Mikhailov et puis le 6 Vassiliev et le 16 Petrov. Et Mikhailov s'en va, le numéro 13, sur le banc pour être remplacé par un coéquipier. Vous noterez que l'Union soviétique est la seule équipe qui ne soit pas superstitieuse. Elle a un numéro 13 parmi ses joueurs.
C'est extrêmement rare au hockey. Je ne sais pas du tout ce que ce monsieur peut dire à l'arbitre, mais qui a le droit de dire quelque chose à l'arbitre, sinon les commentateurs de radio et de télévision? Seulement, ils ne s'adressent pas au public de la patinoire, et c'est bien leur chance. D'ailleurs, l'époque où les commentateurs étaient méchants pour les arbitres, cette époque-là me paraît un peu révolue. Le 19 Chadrin pour l'Union soviétique, c'était le 20 Holik pour la Tchécoslovaquie. Cafouillage! Oh, que c'est dangereux, Holicek! Oh, que c'est dangereux! Je crois qu'il est entré! Je crois qu'il est entré! Les arbitres viennent, les arbitres regardent. Il m'a semblé que Yakouchev, le 15, avait tiré. Comment voulez-vous qu'on sache alors que les 8 ou 9 ou 10 ou 12 personnes qui sont devant le but discutent? Il me semble, oui, il me semble que Yakouchev, le 15, a marqué en prenant Holecek entre les jambières, en tirant entre les jambières, et Holecek a eu beau se coucher, Yakouchev, le 15, a marqué, ce qui donnerait 2-1 pour les soviétiques. Et oui, le palais a été trouvé au fond de la cage, ils étaient 10 ou 12 à le chercher, et on l'a trouvé alors qu'il était entré. 2-1 par conséquent pour les soviétiques qui prennent l'avantage. Yakouchev, le 15 soviétique, comme l'annonce le speaker de Munich. 2-1. Mais à 2-1, rien n'est joué, tout reste à faire. Du patin. Les chutes commencent à se faire plus fréquentes, les joueurs accusent un peu de fatigue. Le 11 Novak a tiré sous un angle curieux, le 5 Lapkin va le chercher, repasse sous le nez de Novak. Cette fois-ci, Machak a dégagé son camp. Les arrières soviétiques commencent toujours leur action derrière la ligne de leur but, de 1 dit le panneau, pour UdSSR, c'est-à-dire URSS, avec les initiales allemandes. Le jeu est tellement rapide que Yakouchev, là, qui vient de marquer le 15, et qui vient de s'asseoir sur le banc suivi du 7 Tsigankov, qu'il est obligé de sortir un peu plus tôt que l'on s'y serait attendu. Chute collective. Oh là 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 là. Le jeu devient alors cette fois-ci heurté au sens plein du terme. Sourine, le 21 soviétique, ne cesse de commettre des fautes. Sourine a donné, à mon avis, une sorte de croche-pied avec la crosse à un joueur qui n'avait pas le palais, le 21 de Sourine. Le voici en prison, au banc des prisonniers pour 2 minutes de jeu effectif. Croche-pied, enfin il a mis la crosse dans les patins du joueur adverse, d'un des joueurs adverses qui n'avait pas le palais. 2 minutes de prison donc, nouvel engagement après les buts soviétiques. La tension baisse un peu dans cette patinoire de Munich. Voici Tretiak. Les Tchèques vont tirer. Non, Dvorak choisit de passer à droite au 10 Martinec, qui avait marqué ce joli but contre la Suède que vous avez peut-être en souvenir de samedi. Caperlé a le palais, ne le donne pas à Dvorak, lequel a le temps de se déployer sur la droite, tire assez mollement sur le coin gauche de la patinoire, et Caperlé a à nouveau le palais. Le 12 Stasny, le Tchécoslovaque qui avait marqué le premier but que vous avez vu. Les chutes, je vous le disais, devenaient plus fréquentes. La glace est toute zébrée. La balustrade est là, fort heureusement. Que deviendraient les joueurs s'il n'y avait pas de balustrade? Ils iraient se promener de temps à autre, ils iraient dinguer presque dans le public.
Et oui, lui, il en reste de surprise sur son derrière. Il s'agissait du 9, c'est-à-dire de Dvorak, que le 16 soviétique Petrov vient de regarder, et puis s'apercevant qu'il n'a rien, il retourne avec philosophie sur le banc des joueurs. 2-1 pour l'Union soviétique, mais elle a toujours un homme en prison, le 21 Tsourine, qui attend la fin de sa pénalité. Il y a près de 14 minutes que l'on joue dans ce deuxième tiers-temps, mais cela ne fait qu'environ 10 minutes de jeu effectif. Lapkin. Le palais qui était envoyé d'une manière si dure, si forte, il y a quelques minutes, ne fait plus maintenant que des voyages assez mous. Ce n'est plus un palais express, c'est un palais presque omnibus. Mais le jeu est très clair, sans aucune véritable brutalité. Pospichil, l'un des vétérans tchécoslovaques. Sa manière très spéciale de tenir la crosse de sa main droite seulement. En arrière, là les Tchèques ont manqué une occasion. Chadrin à gauche, le but a failli être marqué par un coup venu de la gauche de la patinoire et à nouveau un tir bloqué par Tretiak. C'était un but de Dvorak, le numéro 9 tchécoslovaque, qui joue remarquablement bien, mais peut-être un peu trop individualiste. Pospichil, le vétéran, tenant pour une fois sa crosse à deux mains, c'est rare. On tombe, ça ne fait pas de mal. C'est Yakouchev, celui qui avait marqué le but tout à l'heure. Et le jeu est tellement serré que les changements de joueurs se font de plus en plus fréquents. Un tir tchécoslovaque qui ne passe pas loin de la cage de Tretiak. Les Russes repartent de derrière leur ligne de but, comme ils ont l'habitude de le faire. Le palais vient mourir dans les pieds de Holecek, qui le donne à un de ses coéquipiers, lequel le donne à Holik, le 20. Holik semble avoir quelques ennuis, le passe là-bas donc derrière. Une assez curieuse manière de dégager son camp, de tenter de le dégager, dirais-je. Parce que les Russes ont pu venir, le 10 passe au 9. Oh là là, Holecek est obligé de sortir. Il a échappé à un danger gravissime. Cette belle passe du 10 Maltsev au 9 Chalimov, mais Holecek, en arrêtant le palais, le gardien de but tchécoslovaque a encore montré une fois sa classe étourdissante. 2-1, rien n'est fait. Rien n'est fait. Il faut un avantage de 2 buts, au moins pour être à peu près sûr de gagner une telle rencontre. Un nouveau Maltsev le 10, qui lui aussi est un peu individualiste. Et le 20 tchécoslovaque Holik qui part, qui se fait prendre son palais, la passe à Klinka, le 21, lequel s'étale avec un soviétique à côté de lui. Les deux font la paire. Le 22 russe Anizin était très très loin, mais il n'a pas pu en profiter. Regardez comme les Tchèques sont plus lents sur leurs patins. C'est visible comme le nez au milieu du visage. Ils sont plus costauds aussi. Holik avec à gauche Eberman, le 25. Holik choisit de tirer de la gauche, mais le tir était très imprécis. Le russe, cette fois-ci, réussit à bloquer en se couchant magnifiquement un tir venu de la droite. Si le gardien de but tchécoslovaque Holecek joue merveilleusement, je dois dire que le 20 Tretiak, le gardien de but soviétique, ne lui cède en rien. Ce sont deux grands gardiens de hockey, deux très grands gardiens. Holik à nouveau. Les Tchèques sont là, qui pressent les buts soviétiques. Aïe, quel dommage que le 9 ait raté le palais, c'est-à-dire Dvorak. Les Russes repartent sur la droite cette fois-ci. Le 17 Harlamov va sur la fesse. Il a été emporté par son élan, il est tombé sur un patin adverse. Petrov. Vainement poursuivi par les Tchécoslovaques, passe en arrière aussi Vassiliev. Vassiliev que l'on revoit avec plaisir sur la glace. Chut, mon Dieu, que l'on tombe souvent, et puis à quelle vitesse
Et il y a énormément de plat ventre. Harlamov, le 17, qui joue peut-être un peu moins bien que ces dernières années, est un peu imprécis. Les Russes sont allés chercher le palais, loin dans leur camp. Et toujours 2-1. S'il y a 2-2, le jeu est relancé. S'il y a 3-1, il est bien évident que l'Union soviétique aura pris une large option sur la victoire. 5 hommes pour défendre Tretiak, alors que l'engagement était à la droite du gardien de but. Le 5, Lapkin en avant, dans les crosses d'un Tchèque que l'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, Machak. Le 4, Holik là, est empêché par un soviétique de tirer. Oh que c'est dangereux! S'il n'est pas tombé sur le palais, c'est vite. Mais il est tombé, semble-t-il, sur le palais. Il est tombé sur le palais. Et en tombant, il l'a presque envoyé dans les mains de l'arbitre. Mais, à nouveau un engagement là de Don Zarobinovi, le Tchèque. Le gardien de but soviétique pressé de toutes parts. On dirait que les Tchèques qui continuent à moins construire leur combinaison d'attaque que les Russes, on dirait que les Tchèques donnent un maximum et qu'ils jouent là le tout pour le tout. Pospichil, le 7, son nom veut dire je me dépêche, ou il s'est dépêché, en tchécoslovaque d'ailleurs, en tchèque plutôt. Quelle belle partie, claire. Pospichil encore une fois. Le 7 Pospichil, l'arrière tchécoslovaque, c'est l'équivalent du 6 Vassiliev chez les Russes. Le 20 Holik, plus solide que jamais, peut-être pas très rapide, mais un homme que l'on ne peut pas passer, un roc, une montagne. Pospichil toujours. Regardez comme la défense a été confiée à l'un des Tchécoslovaques, le 7 Pospichil chez les uns, et à l'autre Vassiliev chez les Russes. Les hommes clés de la défense. Les attaques tchécoslovaques, vous le voyez, vont un peu moins loin. À peine sont-ils entrés dans leur zone d'attaque qu'ils en sont sortis. Les Russes reviennent pour la première fois depuis assez longtemps vers le but tchécoslovaque. Le 9 Dvorak essaye de dégager son camp, y parvient. Tsurin pour l'URSS. À droite, sans bien regarder d'ailleurs. Les Russes patinent tellement vite, c'est d'ailleurs Tsurin qu'ils en tombent, quelquefois sans que rien ne les ait heurtés. Holik a tiré. Machak, le 4 tchécoslovaque, qui a dû être blessé. On n'a guère vu le 20 Holik, dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, que l'on va voir en gros plan. Et un engagement de l'autre côté de la patinoire. Attaque russe, c'est la deuxième en 4 minutes. Les Russes marquent volontairement un temps d'arrêt, ils reprennent un second souffle. Dvorak n'est pour rien dans la chute de Maltsev, je crois. Anizin est allé littéralement se heurter, se cogner à l'épaule droite de son adversaire tchécoslovaque. Holik à nouveau en avant, mais Glinka n'était pas prêt. C'est dommage car il y avait à gauche Angusta auquel il aurait pu passer. Une occasion perdue pour les Tchécoslovaques. Je les crois fatigués et ce deuxième souffle que les Soviétiques semblent avoir trouvé, je ne suis pas certain que les Tchèques ont pu également le trouver. Les Tchécoslovaques se couchent davantage sur l'homme. Stasny dégage son camp à la poursuite du palais. C'est presque le titre d'un bon roman policier. Nouvelle descente. Aïe, le 13 Mikhailov va par terre, ou presque le 12. Tchèque Stasny dégage. Les deux équipes pour le moment font jeu égal, mais on a l'impression, surtout quand on a de gros plans sur les bancs des joueurs, que les Russes sont un peu moins fatigués que leurs adversaires. Le train auquel a été mené ce deuxième tiers-temps est d'ailleurs extraordinairement rapide.
et surtout on ne s'est pas contenté de petites actions, si par moment bien sûr, mais la plupart du temps ce furent de grandes actions allant d'un bout à l'autre de la patinoire, et je suis sûr que les hockeyeurs, si on leur avait mis un compteur sur les patins ou sur les crosses, sur les patins mieux que sur les crosses, cela aurait montré une très grande distance parcourue sur la glace, une distance particulièrement élevée aujourd'hui. Martinec, le 10, se fait prendre évidemment par les Russes. Petrov, il avait ce seul Tchécoslovaque, 2 Soviétiques contre lui. Vassiliev, double chute, 2 doubles chutes. On se dirait au patinage où l'on annoncerait 2 doubles axels consécutifs. Enfin, 2 doubles chutes, 4 hommes sur les 10 qui jouent par terre. Cela signifie, c'est une preuve péremptoire de la fatigue de tout le monde. Loutchenko à Vassiliev. Yakouchev qui vient là. Stoppé. Le 13 redonne en arrière. Yakouchev s'est relevé. Et à nouveau le 6 Vassiliev, le meilleur arrière de la rencontre. À qui va-t-il passer? À droite, sans avoir l'air d'y toucher. À Yakouchev. Chadrine là-bas. Yakouchev qui tire et qui marque. Il l'a reçu du 9. C'était une magnifique combinaison. Vassiliev le 6, Loutchenko le 3 et le 9 Chadrine et le 15 Yakouchev. Embrassé par ses camarades, le 15 Yakouchev qui a marqué le 3e but. Nous le revoyons. Et c'est entré imparablement. Le 15 à gauche, le 6 à droite. Les 2 meilleurs hommes sur le terrain ont marqué, les 2 meilleurs hommes pour l'équipe soviétique, ont marqué ce 3e but qui donne un avantage tel à l'URSS qu'elle ne peut plus être battue. Le speaker officiel à la patinoire olympique de Munich annonce 3-1 et c'est par un score final de 5-2 que les Soviétiques infligeront à la Tchécoslovaquie sa première défaite, prenant ainsi la tête du tournoi. 3-1, cela vous a donné une bonne physionomie de cette rencontre qui a été gagnée par 3 buts d'avance par les Soviétiques. C'était un reportage de la télévision ouest-allemande, des télévisions ouest-allemandes, fait à Munich et commenté ici par Léon Zitrone. La fin de ce hockey sur glace. À vous, la suite du programme à Cognac-Gé.